Les créateurs des entreprises qui durent sont les héros des temps modernes. Je m'appelle Clément, je vis et travaille à La Réunion depuis une quinzaine d'années. Avec ce podcast, nous partirons à la rencontre des hommes et des femmes qui font bouger les choses. Alors aujourd'hui, je suis dans les locaux de Koïcha Conseil, dans le centre-ville de Saint-Denis, sur l'île de La Réunion, à l'île de La Réunion. Koïcha agit en tant que cabinet en gestion de patrimoine à La Réunion et à l'international aussi, et je me trouve en présence de Raj Koïcha ici. Et Raj, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc je m'appelle Raj Koïcha, j'ai 51 ans depuis une ou deux semaines. Je suis gestionnaire patrimoine et PDG du groupe Koïcha Conseil. Arrivé à La Réunion à l'âge de 5 ans, et avant ça, né comme toi Clément à Rouen, Seine-Maritime, et né comme toi Clément à la clinique Jeanne d'Arc. Grosse coïncidence qu'on vient d'apprendre tous les deux en débutant juste avant de débuter l'interview. C'était même pas prévu. Marié, 3 enfants, et je vis à la Possession, pas trop loin de mon bureau qui est à Saint-Denis. D'accord. Oui, là on a vu, il y a des bureaux qui sont arrivés. Je pensais que c'était vers Futura, l'immeuble 4J. Tu as jamais été là-bas parce que là, si les locaux étaient ici. On était avant aux Arcs Triangle, au-dessus de l'agence Crédit Agricole, et on a déménagé il y a 3 ans parce qu'on avait acheté les locaux où on est aujourd'hui, donc qui sont les anciens locaux de Orange, de Addeco, et surtout l'ancienne cage Georges pour les Réunionnais qui ont connu bien plus dans le passé un restaurant où la plupart ont tous fait soit un baptême, soit une communion, soit un mariage. Et on s'est retrouvé avec cet immeuble sur les mains pendant quasiment 1 an, à pas savoir quoi en faire, entre le relouer, le revendre. On trouvait personne qui était intéressé. Puis à un moment, on s'est dit, mais pourquoi on n'y ferait pas notre siège social, surtout qu'on habite tous pour la plupart à la Possession, donc ça nous rapprochait aussi dans le délai, dans le trajet maison-bureau. Donc on a fait les travaux, on a fait quelque chose de plutôt sympa. C'est mon cousin et associé Salim qui est à l'origine de toute la partie déco, aménagement, etc. Pour être chez moi, on n'a pas fait grand-chose si ce n'est s'y installer. C'est magnifique. Ouais, c'est sympa. Sur le parcours, tu es arrivé, donc tu es né à Rouen, à la clinique Jeanne d'Arc, la fameuse clinique Jeanne d'Arc. S'il y a des Rouennais qui nous écoutent, ils connaissent combien. Et après, à l'âge de 5 ans, tu es revenu à La Réunion. Est-ce que tu peux développer ça là-dessus? En fait, je suis arrivé à La Réunion parce que mon père est chirurgien et avait fait ses études en France, sur Paris, à Rouen, et qui voulait se rapprocher de son île natale, à savoir Madagascar. Donc il a eu l'opportunité d'avoir un poste de chirurgien ici à Belle-Pierre, donc il a emmené toute la famille, femme et les 3 enfants, et donc femme et les 2 enfants, parce que le 3e frangin est né ici à Saint-Denis, le 2e est comme toi et moi né à la clinique Jeanne d'Arc, à Rouen, en Seine-Maritime, département 76. Donc voilà, on s'est retrouvés très tôt à La Réunion, donc on a grandi à La Réunion et on a habité Saint-Denis. Moi, j'ai fait une partie de mes études ici avant de partir pour 3 ans en métropole. D'accord. Quel type d'études est-ce que tu... J'ai fait Sciences Éco à la fac à La Réunion, plutôt cursus classique, où à l'époque, mon objectif numéro 1, c'était de faire du sport et de faire du triathlon, donc il fallait trouver des études qui soient pas trop pénalisantes en termes de temps, ce qui était justement pas le cas avec Sciences Éco. Et puis après, je me suis quand même un peu réveillé, donc j'ai fait une maîtrise de finance à Montpellier, et j'ai été admis en admission parallèle à Sud de Lyon, qui est devenu EM Lyon aujourd'hui, en admission en 92, et je suis diplômé en 94. Et après, retour à La Réunion. D'accord. Et là, tu arrives à La Réunion avec ton diplôme de l'EM Lyon, grande école. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées quelque chose? En fait, je voulais toujours, à cause du sport, pas bosser comme salarié, parce que j'étais à fond dans le sport et dans le triathlon. J'avais pas envie de me retrouver avec des contraintes d'horaire classiques, avec un diplôme en école de commerce. On est en général dans quelque chose d'assez stéréotypé à ce niveau-là, que ce soit finance, marketing, etc. Donc j'ai eu dès la dernière année de mon année à Lyon l'idée de monter une société spécialisée dans la défiscalisation et de vendre la défisque Girardin, enfin à l'époque c'était Ponce, la défisque Ponce plutôt à des métropolitains, en ciblant les anciens de Sud de Lyon et puis un réseau de chirurgiens de la Normandie qui avaient pour la plupart
fait leur internat, un bout de leur internat ici à Belle-Pierre, et qui du coup connaissaient la Réunion et qui avaient ensuite été rentrés et avaient des revenus plutôt conséquents. Donc ça a été le point de départ. D'accord. Donc là, tu démarches pour de la Girardin, c'est des placements sous forme de SNC, Girardin industriel. C'était plus sur l'immobilier, l'immobilier de défiscalisation directement. D'accord. Donc c'était à l'époque, c'était la loi Ponce. C'était la loi Ponce, ouais. À peu près le même système, c'est-à-dire des investisseurs réduisent. Il y a que le nom qui a changé. Le pourcentage. Oui, le pourcentage de défisque et le montant qu'on peut défiscaliser aussi. Exact. Ouais, ça, merci Sarkozy, je crois. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Et là, tu le fais sous quelle forme? Là, j'étais en entreprise individuelle au départ. Et puis, après, tout ça, au fur et à mesure que ça a un peu grossi, ça a été transformé en SARL et on a créé des nouvelles activités, etc. Donc, mais au début, c'est tout seul, entreprise individuelle, le fax chez mes parents, etc. Ok. Et du coup, le développement d'autres sociétés, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a pris tout de suite, puisque je sais que les lois de défiscalisation à La Réunion sont très importantes, si on peut discuter dessus, mais surtout sur l'immobilier, ça prend de l'ampleur. Disons que en fait, au départ, entreprise individuelle, ça a été plutôt chaotique, assez compliqué. Bon, j'ai rapidement recentré mon activité sur la Réunion parce qu'il y avait suffisamment de demandes sur la Réunion pour pas avoir besoin d'aller me balader aux quatre coins de l'Hexagone. Après, en fait, le point important et ce qui fait vraiment le fait qu'on soit à Koicha Conseil aujourd'hui, c'est que j'ai eu l'opportunité à un moment de me retrouver en gestion de patrimoine dans une structure qui était montée par BDO, anciennement HDM, pour faire de la gestion de patrimoine où ils étaient associés avec un gestion de patrimoine métropolitain. Et je les ai rejoints pour prendre un peu l'activité d'exploitation classique de cette structure et développer la clientèle de BDO HDM sur la partie patrimoniale. Sauf que ça, entre les associés, les choses n'ont pas fonctionné comme ça devait, donc au bout d'à peine un an et demi, j'ai démissionné, j'ai monté ma propre structure en restant en très bon terme avec BDO. Ce qui a été très important pendant cette période, c'est que je me suis rendu compte que la clientèle que je devais développer, il fallait qu'elle soit sur le secteur des chefs d'entreprise, et plutôt TPE, PME, parce que c'est vraiment des gens qui ont la tête dans le guidon et n'ont pas le temps de s'occuper de leurs affaires, donc ils sont très demandeurs d'être conseillés là-dessus. Et la deuxième, contrairement à mes confrères gestion de patrimoine, c'est que j'ai dissocié la partie conseil de la partie produit. C'est-à-dire que la partie conseil, elle est payante, les clients ont leur facture, un abonnement pour suivre toute la partie conseil, et à côté, on change de casquette et on devient commerçant pur sur la vente de produits financiers, sur la vente d'immobilier, où là on est concurrent aux banques, aux gestions de patrimoine, aux compagnies d'assurance, aux agences immobilières, sur cette partie-là. Et ça nous permet vraiment de bien distinguer les deux choses, parce que j'estime que quand on est sur le conseil, on est sur le conseil, et la vente de produits est complètement dissociée. Donc ça a été vraiment le grand point central qui fait que ensuite ça a été plutôt au-delà de nos espérances, enfin des miennes d'abord et de mes associés ensuite, sur le développement qui a été plutôt exponentiel et qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le rétroviseur, on est plutôt fiers de ce qu'on a fait. Là, c'était en quelle année? Parce que les années 91-92, tu disais diplômé. En fait, je suis diplômé en 94. J'ai un an et demi avec ma petite entreprise individuelle. Et puis ensuite, mon passage chez BDO HDM, c'est un an et demi. Donc, je crée en 97. Je recrée en 97 Koicha Conseil. Là, sous forme de... Je sais même plus si c'est une SARL ou si c'est encore à nouveau une entreprise individuelle. Et après, les choses vont aller assez vite entre les premières embauches, l'arrivée de mon cousin et associé Salim Koicha, je crois vers 99 si je me trompe pas, et 2000 mon frère Kouresh qui nous rejoint, Salim et moi, et qui sont les trois associés historiques du groupe et majoritaires aujourd'hui toujours. D'accord. Puisque là, tu es PDG, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, cette société que l'on connaît maintenant plutôt bien à La Réunion, parce qu'on le voit
on voit beaucoup on voit un peu le panneau, ouais. Ouais, je pense que c'est fait pour et ça fonctionne bien. Dessus, tu disais, il y a tes deux frères qui sont associés à l'intérieur. Tu es PDG. Mon frère et mon cousin. Mon frère et cousin, ouais. Et dedans, tu es PDG? Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Et eux s'occupent de... Eux sont DG tous les deux, mais enfin, on va dire que je suis PDG parce qu'il doit y avoir un titre, mais en fait, dans la réalité, on est vraiment tous les trois en co-management et en co-décision. Toutes les décisions stratégiques se font tous les trois ensemble de manière collégiale. Et si on n'est pas d'accord, on n'appuie pas sur le bouton si on n'est pas dans l'unanimité tous les trois. D'accord. Et ça fait 20 ans que ça dure et ça fait 20 ans que ça fonctionne plutôt bien. Donc la société qu'on conseille, Koicha Conseil que l'on connaît maintenant, a la même structure qu'il y a une vingtaine d'années? Oui. Non, parce qu'au début, Kourech avait aussi sa propre structure de son côté. On a ensuite regroupé tout ça, tout fusionné. Donc, ça, en termes d'architecture juridique, ça a un peu bougé. D'accord. Et sur les activités dont tu disais que tu séparais l'activité conseil de l'activité de vente de produits, il y a une activité aussi immobilière. Oui, en fait, aujourd'hui, comme je le dis assez souvent, on fait tous les métiers de l'immobilier, sauf le syndic. C'est-à-dire qu'on est agent immobilier, donc avec deux agences, une sur le résidentiel et une sur le pro, donc Koicha Immo Pro. On a décidé en 2005-2006 de créer une structure spécifique sur le pro parce qu'on estimait que l'immobilier résidentiel et l'immobilier professionnel, c'est pas la même chose, que les commerciaux qui sont en charge de ces sujets, faire un bail pour un studio qui va être rédigé en 15 minutes et un bail pour un bureau où le service juridique de la société qui va être preneuse va le regarder 8 fois, c'est pas du tout le même boulot. Donc on a voulu vraiment spécialiser les choses. Donc on a dû créer ces deux agences. On est foncière, c'est-à-dire qu'on a une foncière groupe et on est amené à faire des investissements, à proposer des investissements à nos clients sur de l'immobilier commercial. On est promoteur, alors soit sur des petites opérations tout seul, soit en copromotion sur des opérations de plus grande envergure. On a été retenu avec le groupe Opal LCI pour faire l'immeuble de bureau de l'aéroport sur le terrain à la sortie de Gillot sur l'aéroport. On a gagné l'appel d'offres. On vient de terminer avec les établissements isotiers en copromotion aussi. 3000 m² de bureau à l'Éperon sur l'opération qui s'appelle The Bureau. Donc voilà. Et quand les opérations plus conventionnelles et moins importantes, on le fait nous-mêmes. On est aussi lotisseur, donc on a 2 lotissements qu'on va terminer sur Bagatelle, sur la Marine à Sainte-Suzanne, 3 et un 3e à Crèvecoeur. Et on est aussi marchand de biens, c'est-à-dire qu'on achète des immeubles ou des biens immobiliers pour les revendre assez rapidement dans des cas où il y a des travaux à faire ou la création de valeur à faire pour réussir à avoir une marge et sortir avec un petit bénéfice sur ce genre d'opération. Donc voilà, donc la seule chose qu'on fait pas, c'est le syndic. Pour quelle raison? Parce que on n'a pas vraiment eu besoin de se positionner là-dessus, puis c'est un métier vraiment à part entière, et c'est pas un métier qui nous attire particulièrement. Il y a personne qui veut s'y coller, quoi. Oui. C'est un peu ça. Oui, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc tu as structuré cette société ici au fur et à mesure, à partir de 2000. Tu t'es développé, je crois, à l'international, en préparant l'émission, parce que je prépare quand même un petit peu l'émission. J'ai vu notamment passer un article dans le GIR là récemment sur les États-Unis où tu donnais ton avis sur ce qui se passait sur l'élection de Trump, entre autres, parce qu'il y en a d'autres aussi, parce qu'on le voit souvent dans la presse. Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Alors le développement international, en fait, c'est une question d'opportunité. Ça a été Mayotte d'abord, où un expert comptable de la place m'a emmené un peu dans ses valises il y a 20 ans. Et du coup, j'ai été très actif sur Mayotte rapidement. J'étais aussi sur les Madagascar au tout début, quand j'ai ouvert mon cabinet en 97. J'ai rapidement fait marche arrière parce que l'investissement financier des gens de Madagascar, c'était pas vraiment leur priorité. Le conseil, c'était même pas la peine d'en parler. Après, sur les autres régions, la Nouvelle-Calédonie, ça a été une opportunité suite au développement de la région Nord, où il y a eu un gros programme de villas et on a saisi l'occasion d'investir et de proposer à nos clients de nous suivre sur des opérations de défiscalisation. Et les États-Unis, c'est vraiment au moment où le marché commence à sortir de la crise en 2010-2011, j'ai eu l'opportunité d'aller
faire un tour et de voir un peu ce qui se passe. Et puis on se rend compte que là, vraiment, il y a une véritable opportunité. D'abord parce que, pour 3 raisons, on a le dollar qui est très bas à l'époque, qui est entre 1,40 et 1,50. On a le marché de l'immobilier, allez, sur la banlieue de Miami, vous trouviez des maisons à l'époque à 800 € du mètre carré. D'accord. Donc même si, ramené dans le contexte, on se dit est-ce que ça va être de pire en pire, à un moment on se dit quand le prix de vente est en dessous de 2 fois le prix de construction du bien, même en période de crise, on sait qu'on n'est plus en risque. Quand on achète un bien bien moins cher que ce qui coûte à réaliser à l'instant T, c'est un critère important. Et puis la troisième raison, c'est la convention fiscale franco-américaine qui est très intéressante pour les investisseurs français, avec une fiscalité plus particulièrement attrayante. Donc on a décidé de mettre un peu tout ça en musique et du coup, moi je m'y suis installé pendant 1 an et demi parce qu'on s'était dit que d'un point de vue opportunité d'investissement, ce serait jamais pareil que d'y aller tous les 2 ou 3 mois. Ayant la chance d'avoir un groupe géré familialement avec Courrèges et Salim, on a pris la décision que je partais pour 1 à 2 ans maxi. Donc ça a été 1 an et demi et pendant cette période-là, on a pu créer un réseau de gens de confiance avec qui on a pu développer un peu nos activités là-bas. Vivre où aux États-Unis? À Miami. À Miami, oui, tout à fait. Qui est une ville où je vivrais certainement pas si ça devait être sans avoir un bail de fin de durée. Mais là, comme on savait qu'on partait au bout de 2 ans, finalement, on s'est éclaté, on a adoré cette ville. Mais je pense surtout parce que tout ce qu'on n'aimait pas dans cette ville, on savait qu'on partait, donc on a vraiment profité que des points positifs. J'ai un copain qui vit là-bas, dans la marine marchande. Dit c'est spécial. Ouais, c'est complètement spécial. Mais 1 an et demi, 2 ans, c'est bien. Et puis nous, plus que la ville en elle-même, c'est voir les enfants qui évoluent et qui se mettent à devenir vraiment américains au niveau de la langue, etc. Quand ma femme et moi, on continue à balbutier un anglais pourri avec un accent qui reste franchouillard à 300% et où on se fait reprendre par nos gamins parce que notre accent est à couper le souffle. Ça manque pas trop la Réunion quand on se va de Miami, c'est pas que le même climat. Si, mais alors c'est pire. Enfin non, c'est pas pire. Le climat de la Réunion, pour moi, il est idéal. Le climat de Miami, il est sympa pendant 3-4 mois de l'année. Le reste du temps, c'est extrêmement humide. C'est Mayotte en pire. D'accord. Donc ça situe en termes de. Non, par contre, ça manque. Moi, pour le boulot, je revenais quand même tous les 2-3 mois, donc j'avais pas vraiment le temps d'être en manque de la Réunion. Et là-bas, c'était principalement l'immobilier, du coup, aux ouais, États-Unis. Que l'immobilier. Parce que les règles sont spéciales selon chaque État. Ouais, tout à fait. Mais après, j'ai essayé de rester sur la côte est. On était sur la Géorgie, sur Atlanta. On était sur New York et on a fait un peu de Texas avec Austin et Houston. D'accord. Et là, le retour, ça se passe en quelle année, le retour après, du coup? On part en janvier 2014 et on revient en juillet 2015. D'accord. Et la structuration, ce qui s'est passé, donc du coup, on a compris pour tout ce qui était immobilier aux États-Unis. Et pendant ces 10 années avant les États-Unis, comment tu réussis à structurer, sachant que la Réunion c'est quand même assez petit, donc se développer à l'international c'est un choix qui est pas toujours facile à prendre, parce que évidemment revenir à Paris à chaque fois c'est plus facile de se développer à l'international de métropole que d'ici. Donc j'ai compris que c'était une histoire d'opportunité. Mayotte, c'est difficile à travailler, ce que c'est clair, je confirme. D'accord. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Quel a été ton retour? Mayotte, le problème, c'est que aujourd'hui encore, c'est un endroit où nous, dans notre domaine, où il faut absolument être présent. Par contre, mon souci aujourd'hui, c'est de recruter et de trouver des gens qui veulent rester sur Mayotte. Donc tout le débat est là. Si demain j'ai quelqu'un qui veut gérer Koicha Conseil Mayotte, on réouvre un bureau immédiatement. D'accord. Et sur place, parce que c'est difficile d'y vivre pour nos auditeurs, en fait, pour les gens qui nous écoutent, à Mayotte, c'est une petite île qui est juste de l'autre côté de Madagascar, on se situe nous dans l'océan Indien, et encore qui nous confondent un petit peu avec les Antilles. Mayotte, c'est compliqué parce que ça a été département français il y a quelques années. On a une situation qui est toujours un petit peu compliquée au niveau de la vie en général, de la délinquance, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, complètement. Délinquance, un problème aussi lié à l'immigration clandestine, qui font que le contexte est compliqué, un gros taux de chômage, une jeunesse qui a pas vraiment d'évolution et d'avenir bien tracé. Donc voilà, tout ça c'est un vrai cocktail Molotov en gestation. Ouais, les gens vivent enfermés. J'y ai jamais été. En 15 ans de vie à La Réunion, j'ai jamais été à Mayotte.
tous les gens que j'ai pu rencontrer me disent on vit enfermé avec des barreaux aux fenêtres ou alors on laisse rien dans la maison. Complètement. Je rencontre parfois des chefs d'entreprise qui me disent mais non, pas du tout, j'ai jamais eu de problème. Bon, souvent ils sont dans des quartiers plutôt sécurisés. Il suffit de s'adapter à peu près à l'environnement. Bon. Après c'est souvent c'est toujours décrit notamment par les médias de manière plus catastrophique que ça l'est réellement. Moi les clients, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais les clients que j'ai et qui y sont encore, ils continuent à y vivre et ils disent effectivement par rapport à ce qu'ils ont connu fin des années 90, c'est plus du tout la même atmosphère, mais c'est pas non plus Nigeria, quoi. Oui, j'ai jamais été au Nigeria. Moi non plus, mais je vois bien l'image. Ouais, donc Madagascar plus difficile à s'implanter parce que c'est un pays qui est malheureusement. Oui, et puis nous, on a basé notre philosophie sur le conseil. Donc quand vous allez voir un entrepreneur à Madagascar et vous dites on va intervenir pour vous aider à payer moins d'impôts, etc. Bon, il n'y a pas de sujet. Et même quand on parle de choses comme les droits de succession qu'il pourrait y avoir sur des gens qui ont des patrimoines en France, ils sont persuadés que c'est quelque chose qu'ils vont régler avec un notaire de Madagascar. Donc à partir de là, on ferme le volet et on revient à la Réunion et on se développe à la Réunion. En plus, c'est au moment où moi ça part assez vite ici localement, donc j'avais plus besoin forcément d'essayer de me développer là-bas. D'accord. Sur le développement, sur le long terme, sur tout ce qui est notamment digitalisation, parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Oui. Est-ce que tu as travaillé sur un angle d'attaque, sur quelque chose, ou tu l'es déjà Aujourd'hui, c'est un chantier. On est en train de revoir tout notre site internet qui est quand même assez has-been, avec un outil de tablette et mobile pour notamment tout ce qui est immobilier. Idem sur les situations des clients. Donc effectivement, on y avance. On est en train de linker tout ça avec un CRM. Oui, c'est complètement dans l'air du temps chez nous et on y vient de plus en plus. Depuis combien de temps à peu près? Le sujet, il est depuis longtemps. Sauf qu'après, on n'a pas forcément pu prendre le pli à chaque fois. Mais par exemple, en 2006, quand on crée Koicha InnoPro, on lance immédiatement une application avec signature sur tablette, des bons de visite, des mandats de vente, etc. Ensuite, on a un problème qui arrive rapidement avec la non-conformité de la signature électronique pendant longtemps et qui fait que cet outil qui était avant-gardiste, on est obligé de le ranger, de le mettre dans les tiroirs parce que il est plus en accord avec ce que la réglementation nous impose. 2006, c'est très précurseur, surtout à La Réunion où on a... Ouais, mais on était assez fiers de ce truc-là, nos commerciaux avaient leurs tablettes, etc., mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Ouais, parce que là, c'est ce que j'allais te dire aussi, tout ce qui est conformité dans le métier de la gestion de patrimoine, c'est extrêmement carré. Ouais. On peut utiliser le mot extrêmement. Nous, c'est un salarié à plein temps. Ouais, voilà. C'est exactement un salarié à plein temps, plus des missions ponctuelles, un cabinet de déontologie à Paris qu'on sollicite très régulièrement et qui nous coûte quasiment aussi cher qu'un salarié. Donc effectivement, aujourd'hui, pour un cabinet de gestion de patrimoine, c'est extrêmement coûteux et c'est ce qui explique que de toute façon, les cabinets se structurent de plus en plus, grossissent, en absorbent d'autres, parce que faire comme je l'ai fait moi en 97, ouvrir son cabinet tout seul, sans assistante, etc., signer un contrat d'assurance vie avec 2 pages, c'est fini. C'est quand j'en parle aux jeunes CGP qui sont chez moi, ils me disent mais vous avez connu l'âge d'or parce que eux ils croulent sous les papiers, les obligations réglementaires. Ouais, en effet, je confirme. Là-dessus, donc du coup la digitalisation, obligé de rentrer, je trouve ça toujours que c'est une aberration en fait de on m'envoie un PDF, il faut que je l'imprime, je le signe, que je le rescanne et que je le renvoie. Je me dis non mais on est en 2020 là. Bon par contre le confinement a bien aidé sur la signature électronique. Nos amis notaires qui ont pris un coup d'accélérateur pour vraiment revenir dans la course par rapport à ça. Enfin, ça a été un gros plus. Oui, les notaires ont été, j'ai l'impression, un petit peu précurseurs pour les signatures tablettes à partir d'il y a une dizaine d'années déjà. Je crois que Popino l'avait rentré en 2009, 2008. Je suis les premières signatures, je crois. Ouais. Et genre, les clients étaient un petit peu réticents au départ parce que c'est vrai qu'on a l'image très notariée, alors que signer sur une tablette avec un grand projecteur. Maintenant, ça y est, c'est la norme. D'accord. Et en gestion de patrimoine, maintenant, est-ce que ça arrive un petit peu? Nous, on est en digitalisé pour quasiment la plupart de nos produits. Signature électronique, etc. C'est de plus en plus, tous nos fournisseurs s'y mettent, donc c'est vraiment le mode opératoire sur la plupart de nos opérations. Et tu disais que le confinement avait aidé, alors c'est peut-être pour mon avis la seule chose qui est bénéfique et puis arriver là-dedans. C'est vrai qu'on a peut-être pris conscience que déjà le télétravail, même s'ils veulent obligatoirement le développer, n'est pas facile pour tout le monde. Et puis surtout,
oui, qu'on arrête cette absurdité d'imprimer un PDF, de le signer, de le sûr, retourner. c'est clair. Voilà. Visioconférence, ce genre de choses-là, on l'a beaucoup utilisé pendant le confinement. Alors nous, c'est quand même un outil qu'on utilisait pas mal parce que quand j'étais aux États-Unis, on n'avait pas trop d'autres solutions pour communiquer. Pigeon voyageur, ça faisait un peu long quand même. Donc on était à fond déjà sur les Skype, les différents outils de meeting par visio. Là, c'est vrai que comme tout le monde pendant le confinement, on les a beaucoup utilisés. Là, moi, j'ai un petit côté un peu ras-le-bol. C'est plus de se dire le fait d'avoir vraiment eu trop de Zoom et consorts pendant le confinement. Là, revenir aux vraies réunions physiques, etc., ça fait du bien. Ouais, ça fait une certaine forme d'échange aussi. Hein. Complètement. Nous, sur les podcasts, c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport quand on voit la personne en direct ou quand on n'a pas. On reste des êtres humains. Donc, c'est vrai que si on peut une partie la digitaliser, notamment sur la gestion de patrimoine, ça peut être pas mal. Tu as développé tout avec les fonds propres directement sur Koicha. Comment ça s'est passé en fait? Alors en fait, quand j'ai monté mon cabinet, j'ai eu une aide avec Réunion Entreprendre à l'époque, qui devait être de 50 000 francs, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, c'était le seul apport de fonds propres externes que j'ai eu. Bon après, une société de service, c'est forcément peu consommateur. Je suis pas en train de monter une industrie avec une usine, donc c'est beaucoup plus simple. Donc on n'a pas eu de problématique de fonds propres globalement. Aujourd'hui, on l'a un peu plus sur les opérations de promotion immobilière, parce que là, effectivement, et comme on en développe beaucoup en même temps, donc là, effectivement, on change un peu de braquet. Mais bon, c'est quelque chose qui se gère. Le groupe est quand même aussi beaucoup plus solide, donc on est capable de faire face. Ouais. Mais le démarrage, c'est vraiment le démarrage avec absolument rien, et on commence en louant un bureau en zone franche à 3 avec un avocat, un agent commercial et moi-même, et puis après, comme on grossit, je récupère la totalité du local, et puis après, on achète un bureau beaucoup plus grand, et ensuite on se retrouve ici. Enfin, voilà, c'est la croissance classique d'une entreprise qui est partie d'une personne toute seule, et on est un peu plus de 20 aujourd'hui. Ouais, c'est un beau développement. Là-dessus, on parlait tout à l'heure, au début du podcast, quand on n'avait pas encore démarré à enregistrer, que tu connaissais Alexandre Rousseau pour les levées de fonds. Ouais, tu l'avais fait venir ici. Alors, pas Alexandre, je suis à l'origine de l'arrivée de OTC, c'est-à-dire l'ancien nom d'Appicap. Quand le FIP d'Omtom a été mis en place avec le rattrapage du FIP Corse, c'est-à-dire que le taux de défiscalisation à 50%, Christophe Tapia, à l'époque, qui était directeur associé chez OTC, est immédiatement venu à La Réunion, a fait le tour un peu des popotes par mon intermédiaire, MEDEF, CPME, ADIR, etc. Et on a immédiatement monté un premier FIP qui a collecté à peu près 5 millions d'euros, entièrement investi dans les entreprises réunionnaises. Ensuite, OTC est devenu Appicap, et Appicap a vraiment compris qu'il y avait quelque chose à faire ici, au point que ils ont créé une antenne locale avec des bureaux, des personnes qui travaillent à La Réunion, et puis au total, c'est 6 FIP qui ont été montés, un fonds sur la transmission développement qui s'appelle Entrepreneur 974, et pour lequel il y a eu à peu près 13 millions d'euros de levée, et qui a vocation à aider les cessions d'entreprises localement à La Réunion. Oui, parce que j'ai entendu plusieurs, notamment sur les FIP, pour expliquer aux auditeurs, c'est des fonds d'investissement de proximité, c'est un produit sur lesquels les gens investissent, réduisent leurs impôts dans une loi fiscale, en fait, ils le mettent dans leur déclaration de revenus. Voilà, j'ai mis 10 000 euros dans un FIP d'homme à La Réunion. 50% d'économie d'impôts à l'époque et plus que 30 aujourd'hui. Ouais, alors ça a été moins raboté qu'en métropole, mais c'est vrai que oui. Donc du coup, ils peuvent réduire de 3 000 euros leur impôt, c'est une réduction d'impôt. Juste pour expliquer ça. Appicap a monté des bureaux à La Réunion, du coup, c'est ça, pour directement investir. Ils étaient chez nous au début, puis quand ils ont grossi, ils ont trouvé leurs propres locaux un peu plus bas au centre-ville de Saint-Denis. Ce qui m'intéresse aussi de savoir, parce que ça, j'aime bien ce sujet, c'est tout ce qui est cession d'entreprise. C'est vrai que en tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu travailles chez une entreprise, comme tu le disais au début. J'entends souvent dire, notamment chez les gestionnaires de FIP, ou de FCPR en général, surtout FCPI, te disent qu'en fait, il y a une vraie problématique en France de cession d'entreprise, puisqu'ils n'arrivent pas, en partant à la retraite, à trouver des repreneurs. Est-ce que tu le ressens aussi ici? Alors, c'est assez marrant que tu poses la question, parce que on peut pas trouver une meilleure transition, sachant que nous, c'est un gros axe de développement aujourd'hui. On a créé, il y a 3 ans, une structure qui s'appelle Koicha Corporate, et vu ton étonnement, effectivement, on a un gros travail à faire aujourd'hui, c'est de la faire mieux connaître.
Donc, Koicha Corporate a pour but de devenir vraiment l'acteur référence à La Réunion sur la session entreprise. Donc, je suis associé dans cette structure avec Alexandre Viramotou et Laurent Germain. Et le but de cette structure, c'est très clairement d'accompagner nos clients, essentiellement chefs d'entreprise qui ont une problématique de transmission aujourd'hui, et aussi les clients qui ne font pas partie du cabinet, en les aidant à trouver des sociétés à racheter. Alors, ce qui est assez étonnant sur cette activité, c'est que au début, on n'avait aucune crainte sur la capacité à trouver des boîtes à céder, parce que justement, comme tu me le dis, de plus en plus de personnes qui arrivent à la retraite, des belles sociétés à revendre, les enfants qui veulent pas forcément reprendre, etc. Et on était un peu inquiet quand même de se dire, mais bon, des mandats, on va en rentrer, mais on va les vendre à qui? Et dans la pratique, on se rend compte que finalement, le marché est extrêmement tonique à La Réunion. Ça intéresse beaucoup de gens. Vous avez en fait 3 catégories d'acquéreurs potentiels. On avait entendu les boîtes concurrentes ou en activité complémentaire à la société qui va être vendue. Deuxième catégorie, c'est celle des groupes familiaux. Alors quand je dis groupes familiaux, c'est pas forcément la très grosse famille connue et très connue à La Réunion. C'est une structure où le chef d'entreprise a monté sa boîte, en fait quelque chose d'assez solide. Il est staffé, il a un DAF, il a la confiance des banques, il a du monde, et un ou plusieurs enfants reviennent au bercail et veulent travailler avec papa, mais plutôt en développant autre chose. D'accord? Et du coup, avec le dynamisme familial, ils vont venir regarder des sociétés complètement différentes. Et puis troisième catégorie, encore plus importante à mon sens aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont dirigeants de filiales étrangères. Alors quand je dis étrangères, c'est métropolitaines et extérieures, et qui finalement sont des vrais patrons. Hein. Ils pilotent une société à La Réunion, même si elle est filiale à 100% du groupe X ou Y. Ils ont une certaine sécurité financière, ils ont des revenus, ce sont des vrais patrons, et à un moment ils se disent, bon, je veux sauter le pas, je veux être propriétaire de ma boîte et pas bosser pour le CAC 40 ou X ou Y, et ceux-là sont vraiment aussi demandeurs de rachat de structure. Donc en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que on a fait un gros travail au début pour dire à nos clients investisseurs, entre guillemets, on va vous présenter les boîtes, et dans la pratique, on n'en présente pas. Pourquoi on n'en présente pas? Parce qu'à chaque fois qu'on rentre un mandat, on sait déjà vers qui ça devrait être orienté, vers qui ça irait le mieux, et c'est bien la preuve qu'on a finalement un marché qui fonctionne plutôt bien. Donc, du coup, là-dessus, sur la session d'entreprise, c'est combien le ticket d'entrée pour rentrer chez vous? Nous, on regarde les sociétés à partir de 500 000 € de valorisation. De chiffre d'affaires annuel? Non, de valeur, de ce que ça vaut. En fait, le problème, c'est que en dessous, le boulot, il est le même qu'on vende une société à 50 000 €, une société à 5 millions. Et en dessous, c'est trop de boulot pour qu'on réussisse à être rémunéré. Et je dirais, en dessous, on rentre plus dans la vente de fonds de commerce. C'est plus les ventes de salons de coiffeurs, de restaurants, de commerce alimentaire unitaire. Et c'est moins notre métier. Et là, c'est encore un métier à part. Et c'est pas celui sur lequel on va être. Oui, parce que j'ai fait des réunions qui font de l'ordre des experts comptables, ils font, j'appelle ça business. Oui, tout à fait. Ils réunissent les vendeurs et les acquéreurs. Ouais, c'est pas mal fait d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Le président de l'ordre des experts comptables qui est juste à côté, qui organise ça, c'est pas mal de faire ça. Non, c'est une très très bonne initiative. Ouais, c'est bien. Du coup, là-dessus, sur la session, il y a d'autres sociétés qui sont montées comme ça. On a une société qui faisait les agréments de défiscalisation, alors qu'il les fait toujours, mais depuis qu'on a eu le nouvel article de crédit d'impôt, on a eu beaucoup moins de dossiers à monter, mais à l'époque on était très présent sur les chauffe-eau solaires, le photovoltaïque, les bus, l'industrie agroalimentaire, et alors que des dossiers avec agrément à La Réunion, agrément sur Bercy, et ça nous permettait d'avoir nous-mêmes nos propres produits à proposer à nos clients qui avaient besoin de défiscaliser. Donc l'agrément, tu m'arrêtes si c'est ça, c'est la demande à partir d'un certain seuil, 150 000 €, je crois, ou 200 000 €, je sais plus. 200 000 ou 1 million, enfin ça dépend après des secteurs d'investissement. Et là, dans ce cas-là, c'est de la gérance industrielle, qui n'est pas de ce qu'on appelle de plein droit, je crois, c'est ça? Qui peut être de plein droit si on est dans tous les agréments, ou qui n'est pas si c'est avec agrément. D'accord, si c'est avec agrément, donc c'est pas de plein droit. Ouais. C'est approuvé par Bercy, on dit Bercy, mais... Quand il y a l'agrément, oui. Ouais. D'accord. Et à partir de ce moment-là, les montants de dossiers sont plus long et plus fastidieux à monter, c'est ça? Oui. En fait, si je reviens au développement du groupe, on est parti de la gestion de patrimoine et on est venu cercler des activités complémentaires. Donc, monter les agréments de défiscalisation, c'était logique vu qu'on cherchait les produits chez des monteurs, donc autant être monteur nous-mêmes, surtout que la plupart de nos clients, de nombreux clients étaient eux-mêmes dans les secteurs éligibles et avaient besoin d'opérateurs pour faire le montage. Donc finalement, la quadrature du cercle était bouclée.
La session d'entreprise, vu qu'on est basé essentiellement sur une clientèle de chef d'entreprise, c'est aussi quelque chose de logique. Surtout que par rapport à un intermédiaire classique, ce qu'on va apporter en plus, c'est le suivi du chef d'entreprise et son accompagnement, parce qu'il va quand même changer de vie demain quand il va vendre. Donc on vient aussi bien sur la partie fiscale pour optimiser le montage, mais aussi surtout sur ce que j'appelle la V2, c'est-à-dire que sa vie une fois qu'il a vendu, notamment s'il ne réinvestit pas dans une nouvelle activité, il a un besoin budgétaire, et est-ce que ce qu'il aura comme patrimoine et ce qui va toucher du fruit de la vente lui permettront de vivre. D'accord ? Donc on a cet accompagnement à côté qui est vraiment apprécié par les chefs d'entreprise. Toute l'activité immobilière, c'est essentiellement parce que l'immobilier, c'est quand même surtout à La Réunion une composante très forte du patrimoine des Réunionnais. Donc nous, ça nous semblait logique d'avoir ces activités qui sont du coup liées avec la gestion de patrimoine. Quand on a un client qui a un bien à vendre, forcément, on va le confier à Koicha Immo. Quand on a un client qui cherche un local pour des bureaux, on les met en interaction. Donc on crée de l'interaction entre toutes ces activités. Et d'ailleurs, tous les employés du groupe Koicha Conseil ont une vision quand même transversale, et les commerciaux notamment ont un intéressement sur des affaires qui sont pas liées à leur secteur d'activité propre, mais qui vont profiter au groupe. D'accord. Donc justement, ça tombe bien que tu parles de ça. J'avais une question là-dessus, savoir combien il y a de collaborateurs, de salariés, d'indépendants, de mandataires. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine. Je suis incapable de te dire le nombre exact, parce que on a encore embauché une nouvelle personne pas plus tard que hier après-midi pour en back-office sur la gestion de patrimoine. C'est quelqu'un qui va rédiger toutes les études patrimoniales, etc. Donc on est à peu près une vingtaine, on doit avoir une quinzaine de salariés et à peu près 5 ou 6 personnes indépendantes. D'accord. Alors, point important quand même, depuis 2 ans, on est aussi présent dans le traitement de déchets médicaux. On a racheté 2 sociétés, une qui s'appelle Ecolis, une autre qui s'appelle Point Net, et qui font tous les traitements des déchets médicaux à La Réunion. C'est quelque chose qui était absolument pas prévu. C'est une opportunité qu'on a eue à un moment d'entrer dans cette activité avec un ami qui avait besoin de rebondir un peu professionnellement à ce moment-là. Et du coup, c'est une histoire plutôt sympa qui est en train de se présenter, parce qu'on est en train de devenir un acteur incontournable du secteur, et ça, c'est piloté par mon associé. Moi, je suis plus sur les parties financières financières et juridiques sur cette activité. Et là, c'est une quinzaine de personnes au total. Tu trouves du temps pour toi? Oui. D'accord. J'ai d'abord du temps pour moi. Okay. D'accord. Un peu moins, je me faisais le constat ces dernières semaines que c'était un peu plus compliqué là en ce moment, mais bon, je pense que ça va se réguler. Mais oui, j'ai du temps pour moi, j'ai des plages horaires prioritaires pour mon sport. Ouais. D'accord. Donc le lundi matin, le mercredi matin, on roule entre les anciens, les vieilles branches du triathlon de l'époque, donc mes frangins et quelques copains, et on essaye de se faire encore mal, mais en allant 2 fois moins vite qu'avant. Là, par exemple, il va falloir qu'on finisse dans 25 minutes parce que j'entraîne en natation à 8h, enfin 20h ce soir. Voilà. Donc ouais, j'ai du temps pour moi. J'essaie de prendre du temps aussi pour mes proches et surtout pas tomber dans l'esclavage de la vie de l'entreprise et vouloir aller de l'avant pour tout et puis pas voir le temps passer, quoi. Oui, parce que je me disais, pour quelqu'un qui a choisi ses études en partie pour pouvoir continuer à oui, faire exactement. Non, est-ce que maintenant tu y arrives toujours à en faire? Ouais. Non, j'ai eu une journée de formation il y a 1 an et demi sur, je crois que le thème c'était prendre du temps pour soi ou lâcher prise. Et en fait, la journée ne m'a pas du tout passionné parce que tout ce qu'il a raconté, qui était forcément très vrai, qui a interpellé pas mal de gens qui étaient présents, moi c'était juste ce que je faisais déjà. Donc je pense que oui, avoir du temps pour moi, enfin être égoïste là-dessus, je pense que je sais faire et je le fais très bien. Mais tu as bien raison. Je pense d'abord à moi. Je voulais savoir si tu avais une organisation particulière pour toi, parce que je sais que maintenant, là, j'ai écouté un podcast justement en venant sur le patron de Zadig et Voltaire, et il disait justement maintenant ce que je fais, c'est que je centralise tout sur mon téléphone. Alors, à titre personnel, je trouve qu'on est un petit peu esclave du téléphone. Est-ce que toi, tu disais que tu avais mis un CRM? Est-ce qu'à un moment, tu arrives à... Enfin, moi, alors le CRM, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Moi, je bosse j'ai toujours travaillé sur des agendas électroniques, etc. depuis depuis que je bosse. Et donc, j'ai une organisation assez fine sur les tâches.
Donc j'ai mon Outlook qui est connecté avec mon téléphone et qui fait que on a un peu l'impression que j'oublie rien, mais c'est pas que j'oublie rien, c'est que tout, dès que j'ai une tâche qui n'a pas été faite aujourd'hui, elle est reportée à J+2, J+3 et ainsi de suite. Donc ça me permet vraiment d'être plutôt d'avoir l'air rigoureux comme ça vu d'extérieur sur les tâches, mais c'est uniquement par rapport à cette partie organisationnelle. Si j'ai pas ça, je suis plutôt bordélique comme personne en termes d'ADN, on va dire. D'accord. Tu réponds à notre petite question de tout à l'heure, mais on y reviendra. Tu as une assistant, quelqu'un qui t'épaule ou... Non, j'ai pas d'assistante directe. Chacun a sa fonction au bureau. On a une assistante globale qui va se charger de faire certaines choses que j'ai pas le temps de faire. Par contre, prise de rendez-vous, etc. C'est moi qui gère tout ça directement. D'accord. Donc tu es en direct avec tous tes clients je suis en direct sur l'activité de conseil, puisque j'ai l'impression que c'est ton dada. On peut utiliser ce mot-là. Là-dessus, tu viens juste d'embaucher quelqu'un pour faire tout ce qui est rédaction de bilan patrimonial, c'est ça? C'est toi qui donnes les directives? Non, elle sera aujourd'hui plutôt sous le joug des deux personnes qui sont en front office sur la gestion de patrimoine, qui sont aujourd'hui Hugo Sanson et Alex Viramotou, qui sont les deux qui voient le plus souvent des clients, et bien entendu Courret chez moi pour les clients sur lesquels on est toujours en direct. C'est combien, alors là, on parlait du ticket d'entrée sur Koicha Corporate pour les transmissions d'entreprise. Si demain je veux avoir accès à du conseil chez Koicha, c'est combien de tickets d'entrée à partir de... Il n'y a pas de ticket d'entrée. En fait, on fait un premier rendez-vous, on regarde si on peut vraiment apporter quelque chose au client. Et après, il y a une tarification qui est fonction du travail qu'on va avoir à faire. En fait, aujourd'hui, on est quand même un peu comme un toubib. Quand un client vient, on voit qu'il nous a un peu décrit de manière assez détaillée sa situation. On voit déjà tout de suite là, on peut apporter des améliorations. Typiquement, quelqu'un qui a des revenus fonciers fortement imposés, on va lui conseiller de revendre à une SCI. Ou quelqu'un qui est en statut de SAS avec des charges sociales importantes, s'il prend une rémunération forte, on va peut-être lui dire, on pourrait peut-être basculer ça en SARL ou venir faire une holding au-dessus. Donc on a des réflexes comme ça qui sont automatiques. Donc immédiatement, je sais ce que ça va me générer comme travail, comme prise de temps. Donc on fait un forfait qui va être fonction de la complexité du boulot et de la complexité du patrimoine. D'accord. En fait, j'aurais quelqu'un qui a un patrimoine de 10 millions d'euros en assurance vie, il coûterait beaucoup moins cher, voire il coûterait presque rien, par rapport à quelqu'un qui va avoir 20 appartements de 50 000 euros chacun. D'accord. Okay. Je posais la question parce que je sais que les banques privées qui attaquent fortement le marché quand même, j'ai l'impression, demandent des tickets d'entrée à 500, 600 000 euros minimum. C'est bien qu'elle continue. Tu as le sourire, oui. Non, je m'entends très bien avec mes amis banquiers, à commencer par notre voisin qui est en face, là, avec un podcast, on peut pas voir la couleur du logo rouge et noir. Juste au-dessus de son bureau, quand on est client, j'y ai pensé tout de suite en arrivant, quand on est client... Non, on a très bonne relation avec l'ensemble des banques à La Réunion. On travaille en parfaite complémentarité. Bon, il y a des moments où on est effectivement en concurrence sur la partie collecte, mais on travaille beaucoup avec eux sur les financements. D'abord pour nous-mêmes, pour le groupe. Aujourd'hui, on est clients sur l'ensemble des banques et ça se passe plutôt bien. Et aussi pour nos clients, on apporte des dossiers de financement aux banquiers et dans une atmosphère très constructive et qui aboutit à des résultats qui sont très bons. Comment tu vois le développement du groupe Koicha? Quand je parle de groupe, parce que c'est vrai qu'il y a un nombre de filiales, d'entités séparées qui sont importantes. Comment tu le vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je sais pas, c'est un peu loin quand même. Sachant que à une époque, je m'amusais un petit peu à faire un état d'où j'en étais, de comment ce serait dans 5 ans, etc. Et quand aujourd'hui je relis un peu ça, c'est bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Non, aujourd'hui, la difficulté, elle est de garder une taille humaine. Là, on arrive quand même à une vingtaine de personnes, donc ça devient, on rentre dans les vraies problématiques du management, avec tout ce que ça sous-entend en termes de problèmes personnels, etc. Hors du cadre purement professionnel, de l'écoute qu'on doit avoir vis-à-vis de nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le développement, oui, mais il faut que ça reste en gardant ce côté humain qu'on a encore aujourd'hui, où à midi, on va faire un footing à 5 avec les collaborateurs du cabinet, enfin garder un peu cette ambiance. Ouais, c'est le côté sympa. En fait. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est assez important dans le jeu de société. Donc là-dessus, tu vas essayer de garder cette taille humaine de salariés, tout en continuant d'autres activités. Est-ce que tu souhaites en parler là-dessus? Il n'y a pas de sujet de développement particulier.
on est en train d'axer vraiment le développement sur la session entreprise, parce que ça, c'est une structure qui va avoir du boulot dans les années à venir. Il y a juste un problème de notoriété à régler aujourd'hui, mais et puis en plus, il n'y a pas d'acteurs à La Réunion. Donc dès que demain, on aura un peu amélioré notre notoriété, que les gens sauront que on est compétent pour le faire, et puis on va réaliser là des deals qui vont arriver et qui vont nous permettre d'améliorer cette notoriété. Donc ça, c'est vraiment un des sujets. Sur la partie gestion de patrimoine, on se développe, mais en étant qualitatif, parce qu'en fait, on a un problème humain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire le tour des prescripteurs potentiels, relancer les clients pour avoir de la recommandation, etc., c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Par contre, on n'est pas armé humainement pour pouvoir y faire face. Donc, on augmente le nombre de clients en étant qualitatif et sans avoir une explosion pour pouvoir vraiment continuer à le gérer. Sur l'immobilier, par contre, on est très actif, notamment sur la partie gestion locative, où là, on doit rentrer des mandats supplémentaires. Et là, on a un vrai développement avec l'embauche récemment de Boris Kloss comme directeur commercial et de Gwendoline Niès comme directrice du développement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est vraiment sur le fait de dire Koichi Aimo doit monter en puissance et prendre plus de mandats et avoir augmenté un petit peu le nombre de commerciaux et être plus présent tant sur la partie résidentielle que pro sur l'ensemble des zones. Et Gwendoline Niès, elle, sur le développement, et là pour piloter les projets immobiliers sur lesquels on est partie prenante, c'est-à-dire promoteur ou copromoteur. Il y a la réunion à Saint-Pierre, ça, personne ne l'a raté, au moins du coup. Toute personne qui est passée à Saint-Pierre, juste avant le McDo de Saint-Pierre, on est sorti, ce centre commercial, Casabona, sortir. C'est une levée de fonds qui doit être colossale, quoi. C'est un travail titanesque, ça. C'est un centre commercial qui est pas si important que ça par rapport à certains gros qui ont pu sortir à La Réunion, mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Bon, après, il est porté par plusieurs familles. Ça a été long, ça a duré 3-4 ans. Par contre, aujourd'hui, effectivement, le projet est complètement abouti. Il est quasiment commercialisé à 85-90%, et ce sera effectivement quelque chose de très sympathique. Ouais, ça va ressembler au Sacré-Cœur, ce qui se passe au port, au Sacré-Cœur, avec le Leroy Merlin qui... Non, parce qu'on est plus sur quelque chose il y a quand même un immeuble de bureau à côté, etc. Donc c'est un peu plus condensé, on va dire. D'accord. Et refaire, alors moi je suis devenu complètement fan en faisant le podcast de Virginie Boireau, de la société Alter Ego. Elle m'a fait visiter ses bureaux. Ces bureaux qui sont magnifiques. Ah, mais c'est vraiment... moi, merci Virginie, parce que grâce à toi, on se sert de la qualité de tes bureaux pour vendre la réussite de notre opération. Ah ben ça l'a fait rire, parce que je suis arrivé devant, j'ai fait bon, c'est super, je m'installe pour vivre ici. Voilà. Oui, en effet, c'est très réussi. Il y a d'autres projets qui vont être... il y a la tranche 2 The Bureau. On fait un The Bureau 2 juste à côté, derrière la station, pour 4400 mètres carrés. Le permis est en cours d'instruction et on vient de lancer la commercialisation. On fait, avec notre partenaire Patrick Waro, 7 locaux d'activité et retail park, petit retail park à Bel Air à Saint-Louis. On a une opération de bureau juste après Casabona, entre le McDo et l'immeuble où il y a l'immeuble qui a été fait récemment, qui vient d'être livré. Alors j'ai plus les enseignes en tête. Donc là, on va faire à peu près 3000 mètres carrés de bureaux aussi, avec commerce au rez-de-chaussée. On a quelques lotissements, notamment sur la Marine à Sainte-Suzanne, un autre sur Pichette à la Possession. Le quartier de Pichette, au-dessus de Jacques-Saint-Thérèse. Voilà, donc effectivement, il y a pas mal de choses dans les cartons. Juste pour un pourcentage, peut-être, sans rentrer dans les chiffres, parce que c'est pas obligatoirement quelque chose que l'on recherche, mais ça, Koichi Aimo, j'ai l'impression que ça prend énormément d'ampleur. Alors c'est peut-être parce que non, mais c'est bien, c'est effectivement le cas. Si on vient d'embaucher un directeur commercial, une directrice du développement, c'est qu'effectivement, c'est une activité qui est en plein boom chez nous. Parce que tous ces projets sont pilotés et commercialisés par Koichi Aimo, donc inévitablement, ça fait de l'activité pour cette structure. Oui, parce que Koichi Conseil repose sur ton savoir-faire, dessus sur lesquels tu souhaites ne pas obligatoirement développer trop pour pouvoir continuer à être qualitatif. Exactement, ouais. Et du coup, ça représente quoi en pourcentage Koichi Aimo maintenant? 50, 60%? Jusqu'à maintenant, on était à 2/3 Koichi Conseil, 1/3 Koichi Aimo, et je pense que là, on est passé déjà à moitié-moitié, et maintenant, le curseur s'inverse de l'autre côté. Sachant que là-dessus, on ne tient pas compte des activités de promotion, marchand de biens, lotissement. Celle-là, je parle que de la commercialisation Koichi Aimo. Parce que maintenant, si on prend les opérations purement les opérations de promotion de marchand de biens,
c'est des opérations chiffre d'affaires par rapport à du conseil et de l'intermédiation qui sont beaucoup plus importantes. Parce que quand je vais faire une opération de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en commission et sur l'immobilier et sur la gestion de patrimoine, c'est énorme. Donc inévitablement, ces opérations de promotion, elles dénaturent un peu nos chiffres en termes d'analytique, parce que c'est d'un côté je vends du conseil et des honoraires, et de l'autre côté je suis sur du vrai achat-vente de marchandises. D'accord. Donc là-dessus, sur le développement, Koicha Imo va continuer à grossir aussi là-dessus. Il y a un projet aussi de digitalisation qui est déjà tout à fait, là-dessus, surtout notamment sur la gestion de patrimoine, parce que comme on disait, c'est très réglementé, c'est compliqué. Tout ce qui est gestion locative aussi, est-ce que vous y êtes aussi dessus? Oui, c'est un gros axe de développement. On a un portefeuille très important en gestion locative, notamment pro, un savoir-faire très important là-dessus. Et on gère surtout des actifs de nos propres clients et ceux que le groupe a pu acheter en patrimoine ces dernières années. Mais c'est aussi un axe de développement aujourd'hui pour augmenter le parc. Et on était présent sur le résidentiel, qu'on a vendu il y a à peu près 12-13 ans, et on est revenu sur le résidentiel il y a 3-4 ans. Mais en étant plus sélectif, c'est-à-dire qu'on est plus sur des maisons, des appartements d'une certaine taille. Voilà. Si on est sur un immeuble qui a tout le temps des soucis, on ne prendra pas en gestion. D'accord. Donc, gestion locative, pour l'instant, l'axe, c'est d'avoir créé une structure qui gère l'immobilier patrimonial de la société. Ouais. D'accord, ok, ça marche, j'ai compris. Là-dessus, à partir de la vision sur 10 ans, il y a tes collaborateurs, donc ton frère et ton cousin, ils sont plus jeunes, parce que je les connaissais pas. Oui, Courage a 5 ans de moins et Salim a 7 ans de moins. Oui, d'accord. Donc, voilà, ça reste, plus on vieillit, plus on se rapproche en termes de génération. Oui, c'est vrai que maintenant, oui, je peux parler d'égal à égal avec quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans. Oui, alors que quand j'en avais 18 ou 19, c'est plus difficile, en effet. On en a parlé un petit peu avant, alors parce que j'envoie les questions un petit peu avant. J'aime bien cette question-là, c'est la marque de fabrique de notre podcast avec mes collègues. Quelles sont tes petites médiocrités acceptables? Mais j'en ai aucune. Comme je dis toujours à ma femme et mes enfants, je suis parfait, zéro défaut, on m'appelle. Non, je pense que j'ai, de toute façon, comme on l'a appris quand on faisait les euros à Subdeco, ça doit toujours être des défauts qui sont en fait des qualités cachées. Donc, j'ai un côté quand même un peu, entre guillemets, fumiste, c'est-à-dire d'aller un peu très vite et de bâcler un peu les choses. Un côté un peu très excitation, très rapidement sur des projets, etc., sur lesquels je vais m'essouffler aussi rapidement que j'avais pu monter en température. Oui, parce que t'écoutant, j'ai l'impression que tu fonctionnes alors pas au coup de cœur, mais à l'opportunité. Oui, complètement. Ouais. Et j'ai un très bon duo avec mon frère et mon cousin là-dessus, avec mon frère notamment, parce que moi, comme on dit, je suis l'accélérateur et lui, c'est le frein. Donc, à nous deux, on tempère. Alors après, ce qui est assez marrant, c'est qu'avec le temps, j'ai un peu l'impression qu'on s'ancre encore plus dans ce trait de personnalité. C'est-à-dire que moi, je vais être encore plus fonceur et lui va être encore plus frein. Donc après, on a le cousin Salim qui vient au milieu et qui vient faire un peu le médiateur dans tout ça. Donc un trio qui fonctionne bien. J'ai une question aussi, une dernière, parce qu'on va arriver à la fin du podcast, sauf si tu as d'autres choses à rajouter. Est-ce que tu as un contenu, alors j'ai vu que tu tiquais un petit peu quand je t'ai posé la question, parce que tu l'as découvert un petit peu avant, un livre, blog, vidéo, album musical ou podcast que tu écoutes, autre que Small is Beautiful, que tu souhaites recommander aux auditeurs? Ouais, j'ai un livre que j'adore, c'est l'album Panini de la Coupe du Monde 78. Allez, belle celle-là. D'accord, qui m'a permis de découvrir le foot et voilà. Donc le livre référence, c'est celui-là. C'est pas mal. Je m'attendais à, le Money Doctor ou quelque chose comme ça. Non, d'accord. Très basique. Est-ce que tu aurais, alors ça, pareil, on peut en parler en antenne quand j'aurai arrêté ou le dire directement, un invité pour le podcast que tu nous recommanderais? Un invité pour le chef podcast. d'entreprise au niveau régional, quelqu'un, Moi, je sais que par exemple Pierre Rivière de Gaël de Virginie Moreau. Si on n'était pas en chef d'entreprise, je t'aurais dit mon père, parce que je pense que c'est une personnalité qui vaut le détour par rapport à son vécu et ce qu'il a pu faire, surtout sur l'aspect humanitaire. Maintenant, une personne qui, je pense, serait intéressante. Moi, j'ai quelqu'un qui est un ami et où je suis assez ébahi
son fonctionnement, c'est Pascal Léandry. Donc c'est quelqu'un que tu peux inviter de ma part. Ok, je vais noter ça après derrière, parce que j'aime bien travailler comme ça me permet de retrouver un petit peu, sortir de mon réseau en fait. Voilà. Ok, ça marche. Écoute Raj, merci beaucoup pour cet entretien. Mais il n'y a pas de quoi. Et puis je vais noter ta recommandation, puis je vais te souhaiter un bon sport, parce que je crois en regardant l'heure qu'il va falloir que tu files aller nager. Ça marche. Merci bien. Merci, au revoir. C'est la fin de ce podcast réalisé à l'île de la Réunion. Merci de l'avoir écouté. Pensez à vous abonner. Pour me contacter, smallisbeautiful.reunion@gmail.com. À bientôt.